TS Expertise vous partage les principales innovations du Code de procédure civile burundais. En effet, le Code de procédure civile est actuellement régi par la loi numéro 1/27 du 28 décembre 2023 portant modification du Code de procédure civile. D'emblée, il importe de rappeler que le Code de procédure civile qui vient d'être modifié était porté par la loi numéro 1 du 13 mai 2004. 18 ans après la mise en place de cette loi et malgré les avancées apportées en la matière, il s'observe encore certains défis qui rendent difficile l'accès à la justice auxquels il faut apporter des réponses adéquates. C'est notamment le défi lié à la lenteur des procédures judiciaires. De cela, la population burundaise se lamente toujours à la suite des procès interminables, de la longueur des procédures, de la difficulté liée à l'exécution des décisions judiciaires, de l'éloignement des juridictions, des manœuvres dilatoires des justiciables, etc. Un autre défi non moins important concerne la responsabilité des mandataires et préposés de l'État pour des actes qu'ils ont posés et qui engagent la responsabilité de l'État ou de ses démembrements. Actuellement, la loi prévoit que l'État indemnise les victimes et se retourne contre ses agents au moyen de l'action récursoire. Cette procédure devrait être modifiée pour l'efficacité et la responsabilité des agents publics. En vue d'améliorer l'administration de la justice, il était impérieux de revoir le Code de procédure civile pour l'adapter aux impératifs du moment. Ainsi, la réforme touche, de manière importante, différents stades de la procédure civile. Il s'agit d'un texte qui comporte plusieurs innovations tant de fond que de forme pour une bonne lecture. En effet, le Code de procédure civile révisé comptait 411 articles contre 485 pour la loi qui vient d'être promulguée. Les principales innovations portées par la loi qui vient d'être promulguée portent notamment sur la mise en place du juge de mise en état, la réduction des délais de procédure, l'instauration de l'opinion dissidente, la réforme de la procédure d'appel, la réforme des voies d'exécution, l'autorisation de la vente amiable avant la vente forcée, la suppression de la vente par voie parée, les règles particulières de procédure en matière administrative, la procédure d'expulsion. 2. Les principales innovations. La loi sous analyse comprend 4 titres. Le premier titre intitulé de la procédure devant les juridictions, le titre 2 traite des voies d'exécution, le troisième titre concerne l'arbitrage, le quatrième titre porte sur les dispositions finales. Titre 1. De la procédure devant les juridictions. Ce titre est divisé en 12 chapitres. Chapitre 1er. Des dispositions liminaires. Chapitre 2, de la demande en justice. Chapitre 3, des moyens de défense. Chapitre 4, de la notification des actes de procédure et des délais. Chapitre 5, de l'intervention. Chapitre 6, des incidents d'instance. Chapitre 7, de l'audience et des mesures d'instruction. Chapitre 8, des débats, du délibéré et du jugement. Chapitre 9, des référés. Chapitre 10, des voies de recours. Chapitre 11, des règles particulières de procédure en matière administrative. Chapitre 12, des frais de justice. Chapitre 1, des dispositions liminaires. La principale innovation concerne la première section relative aux principes directeurs du procès qui a pour l'objet essentiellement de déterminer le rôle respectif conféré aux juges et aux parties. Ces principes sont gouvernés par l'idée de collaboration et de loyauté au sein de la procédure civile. Ces principes concernent l'instance, l'objet du litige, les faits, les preuves, le droit, la défense, la contradiction, les débats et l'obligation de réserve, articles 2 à 22. En outre, la matière gracieuse et l'action ont été largement définies pour plus d'éclairage. Chapitre 2, de la demande en justice. La principale innovation de la loi sous analyse est qu'elle prévoit la mise en place du juge de mise en état au sein de toute juridiction en vue d'améliorer la rapidité avec laquelle les jugements sont rendus, articles 50 à 59. Ainsi, le juge de mise en état aura pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement, à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En effet, le juge de la mise en état peut adresser des injonctions aux parties ou à leurs avocats, de procéder à des communications, à des échanges de conclusions. C'est à lui de fixer le rythme de l'instruction, de la rapidité de l'instruction au vu de la complexité de l'affaire. L'article 55 prévoit aussi que le juge de mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Pour sauvegarder le principe d'impartialité du juge, l'article 59 prévoit que le juge ayant procédé à la mise en état d'un dossier ne peut pas en connaître le fond. En outre, la loi prévoit 3 modes de saisine, à savoir, la requête conjointe, la requête et la déclaration au greffe de la juridiction, l'assignation. L'accent est mis sur le deuxième mode de saisine qui est nouveau, articles 32 à 33. L'article 32 donne la définition et les indications que contiennent la requête tandis que l'article 33 définit les obligations du défendeur. Chapitre 3, les moyens de défense. Les moyens de défense désignent l'ensemble des moyens invoqués par une partie, et qui tendent au rejet des prétentions de son adversaire. La principale innovation concerne le délai de 8 jours endéant lequel le juge doit se prononcer en cas d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir, articles 62 et 81. Chapitre 4, de la notification des actes de procédure et des délais. La première innovation majeure portée par ce chapitre 4 concerne la forme des actes d'huissier de justice. Ce chapitre renferme les mentions contenues dans les actes d'huissier de justice et leurs destinataires, article 91, ainsi que les délais à compter desquels la notification est réputée avoir lieu pour les personnes n'ayant pas de résidence connue, article 92. La deuxième innovation de taille concerne les règles particulières aux notifications internationales, que ce soit les actes à destination de l'étranger, que ce soit les actes en provenance de l'étranger, article 96 et suivants. Chapitre 5, l'intervention. Ce chapitre définit d'une manière détaillée l'intervention, articles 107 à 117, et donne les différentes formes d'intervention ainsi que la procédure applicable. La principale innovation réside dans le fait que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, article 115. L'article 116 quant à lui précise que le tiers mis en cause procède devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de la juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Chapitre 6, des incidents d'instance. Le chapitre ci intitulé « Des incidents d'instance » est nouveau, articles 118 à 144. Il prévoit des questions qui sont soumises à ce jour au juge dont certaines reçoivent des solutions en l'absence des dispositions légales spécifiques. Il en est ainsi de la jonction et disjonction d'instance, l'interruption de l'instance, la suspension de l'instance, sursis à statuer, radiation et retrait du rôle, l'extinction de l'instance, péremption de l'instance, désistement d'instance, acquiescement. Chapitre 7, de l'audience et des mesures d'instruction. La principale innovation contenue dans ce chapitre concerne le nombre de remises qui ne peut être supérieur à 2, sauf accord des parties, article 147. Chapitre 8, des débats, du délibéré et du jugement. Ce chapitre qui est par ailleurs nouveau détaille la façon dont les débats sont conduits jusqu'à la signification du jugement rendu. La principale innovation contenue dans ce chapitre 8 concerne l'instauration de l'opinion dissidente, article 184. La loi autorise les juges à publier des opinions individuelles ou dissidentes lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec le jugement auquel ils participent. La deuxième innovation concerne le délai du délibéré qui ne peut excéder 30 jours, article 186. La troisième innovation concerne la rectification et l'interprétation des jugements, articles 205 à 211. L'article 207 précise que la décision rectificative ne modifie pas la décision initiale tandis que l'article 208 précise que la décision rectifiée n'est pas susceptible de recours. Quant à l'article 210, il précise que la décision interprétative est susceptible d'appel dans le cas où la décision interprétative altère la décision initiale. L'article 211 précise que la requête n'intervient pas après l'exécution définitive du jugement. Chapitre 9, des référés. Ce chapitre n'a pas été objet d'innovation. Chapitre 10, des voies de recours.
Le chapitre 10 relatif aux voies de recours a subi des modifications substantielles surtout en ce qui concerne l'appel. Le premier changement notable est la redéfinition de l'appel lui-même, article 254. Cette nouvelle définition a des conséquences directes, l'appel devient ciblé. La déclaration d'appel devra expressément critiquer les chefs de jugement et l'effet dévolutif sera délimité dès la déclaration d'appel pour l'appelant et dès les premières conclusions, pour les autres parties. Ainsi, la déclaration d'appel doit indiquer, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, article 287. En outre, les parties ne peuvent désormais invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à moins de prouver qu'elles n'étaient pas disponibles au premier degré, article 282. Il en est de même de la soumission de nouvelles prétentions, article 283. Deuxièmement, les délais pour conclure sont prévus. En effet, l'intimé principal, mais également l'intimé à un appel incident dispose d'un délai de 15 jours pour conclure, article 290, tandis que l'intervenant volontaire dispose d'un délai de 30 jours, article 291. Passé ce délai, ces conclusions seront irrecevables. La seconde innovation concerne le délai pour faire opposition qui est désormais de 15 jours francs, article 250. En outre, l'évocation a été clairement circonscrite, article 286. En effet, lorsque la juridiction d'appel est saisie d'un recours contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir qui a mis fin à l'instance, elle ne peut évoquer l'affaire que quand le jugement a préjugé du fond ou lorsque les parties y consentent. Chapitre 11, des règles particulières de procédure en matière administrative. Le titre 14 qui traite des règles particulières de procédure en matière administrative a subi un certain nombre de modifications. La première innovation est contenue à l'article 302 qui dispose que la requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la décision contestée ou d'un document écrit justifiant de la date du dépôt de la réclamation. De même, la loi accorde le choix au requérant entre le recours gracieux ou hiérarchique ou les deux à la fois, article 303. La deuxième innovation concerne les conditions et les délais d'exercice du recours gracieux et du recours hiérarchique ainsi que du recours judiciaire qui sont maintenant prévus par la présente loi, articles 303 à 306. La troisième innovation est relative aux conditions du sursis à l'exécution de la décision contestée jusqu'à la solution du litige et de la levée du sursis à exécution prononcée par les juridictions administratives, articles 308 et 309. La principale innovation se trouve à l'article 321 qui précise que le responsable administratif, auteur de la décision ou de l'acte attaqué est cité en intervention forcée. En outre, en cas de condamnation d'un mandataire au paiement des dommages et intérêts suite à une faute professionnelle directement rattachable à sa fonction, l'exécution porte d'abord sur les biens de l'agent fautif. Article 330 et suivant. Chapitre 12, des frais de justice. Ce chapitre ne contient aucune innovation. Titre 2, des voies d'exécution. Le titre 2 comprend 7 chapitres. Chapitre 1er, des dispositions générales. Chapitre 2, des saisies immobilières. Chapitre 3, de la saisie immobilière. Chapitre 4, des astreintes. Chapitre 5, des règles particulières relatives à l'expulsion. Chapitre 6, de l'exéquatur. Chapitre 7, de la conciliation. Chapitre 1, des dispositions générales. Sous ce chapitre, la principale innovation est portée par l'article 348 qui précise que sauf cas de force majeure la requête en exécution est prescrite par 2 ans en matière mobilière et 5 ans en matière immobilière. La seconde innovation se trouve à l'article 347 qui précise que sous peine de nullité de la décision d'exécution, un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il n'est pas opposé et que le tiers lésé saisit la juridiction d'exécution pour constater la nullité de l'exécution qui lui fait grief. En outre, les recours contre les mesures d'exécution sont portés devant le juge unique de la juridiction immédiatement supérieure, article 357. Chapitre 2, des saisies immobilières. Les saisies immobilières ont été suffisamment rénovées et renforcées. Dans cette réforme, la nature de chaque bien commande le régime de la saisie à lui appliquer et les différentes saisies sont ainsi le reflet de la division des biens.
En effet, à chaque bien correspond une mesure appropriée, c'est le cas pour les biens mobiliers corporels, saisie conservatoire, saisie, vente, les créances de sommes d'argent, saisie conservatoire et saisie attribution, les rémunérations, saisie et cession des rémunérations, les droits d'associés et des valeurs mobilières, les aliments. Concernant les saisies conservatoires, le texte distingue 4 types de saisies conservatoires: la saisie conservatoire des biens meubles corporels, la saisie conservatoire des créances, la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, articles 363 à 368. Ces différentes saisies sont soumises à des règles générales complétées par de règles propres à chaque type de saisie. En outre, la loi désigne désormais la saisie, exécution sous les termes saisie, vente pour plus de compréhension. Quant à la saisie et de la cession des rémunérations, il s'agit d'une matière nouvelle. Elle a été instituée par l'idée de protection du salarié. Ainsi, la saisie ne peut porter que sur la fraction saisissable du salarié, article 386, et ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du défendeur, article 387. Parmi les innovations de l'avant-projet relatif aux voies d'exécution figurent les saisies aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel. Il ne s'agit donc plus de saisie aux fins de recouvrement d'une créance ni d'une procédure visant la vente des biens pour que les créanciers se paient sur le prix. Il s'agit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer. À cette fin, 2 procédures sont proposées, la saisie appréhension et la saisie revendication, article 390. Chapitre 3, de la saisie immobilière. Ce chapitre n'a pas subi de modifications substantielles. Notons seulement que l'article 398 précise que le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par le présent chapitre et que toute convention contraire est nulle. Signalons ici que certaines stipulations des contrats comme les clauses par voie parée qui ne sont pas prévues par ce chapitre n'auront plus de place. En outre, le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut lui-même vendre les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers dans un délai de 60 jours, articles 403 à 404. Chapitre 4, des astreintes. Ce chapitre n'a pas été objet de modification. Chapitre 5, des règles particulières relatives à l'expulsion. Ce chapitre est nouveau et réglemente en détail les conditions d'expulsion, les délais ainsi que le sort des meubles, articles 431 à 435. Chapitre 6, de l'exéquatur. Le chapitre 6 réglementant l'exéquatur de manière détaillée est nouveau. Ainsi, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères en matière civile, commerciale, sociale et administrative ont autorité de la chose jugée sur le territoire burundais dans les conditions posées par les articles 436 à 441. Chapitre 7, de la conciliation. Article 442 énonce que les parties peuvent tenter une conciliation en vue d'une résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un juge ou d'un conseil des notables de colline ou de quartier. En outre, ce chapitre reprend certaines dispositions de la loi régissant le conseil des notables de colline ou de quartier. En effet, il est rappelé qu'il n'est déféré devant le tribunal de résidence que des questions qui ont fait objet de débat lors de la procédure de conciliation, article 443. La principale innovation est portée par l'article 446 qui précise que le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation lorsqu'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Titre 3, de l'arbitrage. Le titre 3 sur l'arbitrage est subdivisé en 11 chapitres. La principale innovation de la loi sous examen concerne la force exécutoire des sentences arbitrales internes, articles 478 à 479. En effet, elle précise que la sentence arbitrale est rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance du lieu d'exécution. En outre, elle définit la procédure applicable et précise que l'ordonnance refusant l'exécution est motivée. La deuxième innovation est portée par le chapitre 11 qui est nouveau et réglemente la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international, articles 480 à 483. Titre 4, des dispositions finales.
Ce titre contient les dispositions finales et compte 2 articles.